structure et des valeurs. Et on voit à quel point les deux sont en un sens indissociables. C'est une photo magnifique, une photo de Dorothy Shoes, s'appelle No Way, photo sublime, où l'on a ici d'ailleurs comme une allégorie, une métaphore de l'ascenseur social ou de l'échelle sociale, qui aurait le graffiti d'une échelle sociale qui aurait laissé de côté l'individu qui, abattu, se trouve assis, désemparé devant une grille qui lui reste obstinément fermée. Oui, c'est une jeune photographe extrêmement douée qui a produit donc cette image et qui peut donner lieu à multiples interprétations. Il n'est pas évident que celle que je privilégie, qui correspond à la vôtre, soit celle qu'elle avait en tête. On pourrait aussi y voir le songe de Jacob, avec des anges qui montent et une image l'échelle de Jacob, oui, oui, bien sûr. Qui monte au-delà de Dieu, qui regarde les hommes avec bienveillance et qui va les protéger. Mais ma lecture correspond effectivement plutôt à celle-ci, c'est-à-dire une sorte d'image d'ascension désertée, impossible. En même temps, on ne monte pas une échelle qui serait un graffiti. Il y a une image de l'illusion en même temps, de cette aspiration que devrait traduire l'idéal républicain qui consistait à dire que la répartition des titres, la répartition des avantages dans une société doit se faire en fonction du mérite et non pas en fonction de la naissance. Puisque la naissance était un mode aussi très rationnel, pour une époque qui n'est plus la nôtre, de répartition des titres et des avantages. On en vient ici quasiment à l'origine même de la République, de la chose publique, il faut quand même dire son étymologie, de la République, la res publica, qui est la lutte contre les gouvernements dynastiques. Tout à fait. C'est-à-dire l'introduction d'un gouvernement légitime, populaire, ou plus exactement dicté par le peuple, où le peuple est souverain. Avec la possibilité, en même temps, de correspondre aux nouvelles données sociales d'une modernité qui est en train de se construire, où les rapports sociaux deviennent beaucoup plus fluides et où les individus aspirent de manière très très légitime à pouvoir construire leur propre destin de manière beaucoup plus individuelle, de manière beaucoup plus volontaire, beaucoup plus délibérée. Et là, précisément, ce qu'on aurait l'occasion d'observer, c'est un immense raté. C'est-à-dire le fait qu'un individu se découvre abattu précisément parce qu'il se trouve dans l'impossibilité de saisir cette promesse de liberté et d'égalité que la République a pu lui faire en lui indiquant que les moyens qui seraient au service de cette liberté et de cette égalité, ce serait la fraternité. Donc pour moi, cette image-là, d'une certaine manière, traduit d'une part les impasses d'une certaine manière de pratiquer l'égalité des chances. Je pense qu'on peut conserver, qu'on doit conserver l'égalité des chances, mais que néanmoins, les circonstances dans lesquelles on les pratique aujourd'hui ne sont plus favorables. Et puis en même temps, il y a l'idée que cet individu subit une sorte de double peine. C'est-à-dire que non seulement il ne réussit pas dans le système d'égalité des chances qui correspond à une sorte de paradigme de justice concurrentielle, chacun contre soi, c'est intéressant cette idée de justice concurrentielle, puisque ce que vous appelez l'égalité des chances, ça n'est pas l'égalité arithmétique tout court. Non. C'est le fait de se donner la même ligne de départ. La même ligne de départ. Ce qui est donc la condition de possibilité de la concurrence. La concurrence. Avec l'idée que l'État, dans une telle conception... Il n'y aurait pas de concurrence si on ne partait pas du même point, pardon. Tout à fait. Juste pour rappeler ça. Avec simplement peut-être une conception de l'État dont la fonction serait de déblayer les obstacles arbitraires devant les individus, les discriminations de quelque nature que ce soit, et puis de mettre à disposition des individus les moyens qui vont leur permettre de rentrer à armes égales dans la compétition. Mais double peine parce qu'en même temps, au sortir de cette dynamique-là, l'individu est en même temps coupable de ne pas avoir réussi. Et en ce sens, on pourrait peut-être dire avec Nietzsche que la doctrine de l'égalité des chances, lorsqu'elle dysfonctionne comme elle dysfonctionne, relèverait bien d'une métaphysique du bourreau. Une métaphysique du bourreau. Ou tout simplement, il est coupable de ne pas avoir réussi. D'accord. On retrouve ici des textes de Nietzsche, c'est aussi contre la démocratie. Alors, en fait, c'était plus par rapport au christianisme, lui, qu'il parlait. Quand il analyse les conditions du libre arbitre, il explique que la responsabilisation des individus passe aussi par la volonté de vouloir les condamner. On a deux éléments, donc deux ferments, deux dissolvants de la République, deux façons de dissoudre la République, le privilège, l'exclusion, les inégalités. Troisième peut-être élément, c'est le communautarisme. On a voulu prendre pour exemple ici des femmes en niqab. Je précise ici qu'il ne s'agit pas de burqa, mais de niqab, la burqa étant une cage qui recouvre jusqu'aux yeux. Nous avons ici une petite ouverture, une meurtrière qui permet aux yeux d'apparaître, aux yeux eux-mêmes d'être vus. Ce qui est intéressant ici, deux choses. D'abord, on va parler de la question du communautarisme
en République, c'est-à-dire de la valorisation de l'appartenance à une communauté comme telle, quelle que soit naturellement cette communauté. La deuxième chose, c'est la place qu'occupe la société marchande à l'intérieur même de cela, puisqu'on a ici une femme qui a un téléphone portable et un sac Gap, pour ne pas citer la marque, en bandoulière. Oui, c'est une image qui est vraiment saisissante. On est à Munich, là. Hein, à la fois parce que, par l'effet de cadrage, on a le sentiment qu'il y a une sorte de vide qui se crée et d'une interrogation, une perplexité, peut-être même une forme d'effroi. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de gens de ces questions-là et certaines personnes me disaient être en quelque sorte saisies par des formes d'effroi, tout simplement parce que c'est une image qui est particulièrement étrangère à une société qui s'est construite sur l'idéal d'une certaine neutralisation de l'espace public, qui est tellement puissante qu'elle investit même le champ social. Le paradoxe, c'est que la neutralisation de l'espace public dont vous parlez repose sur le fait de montrer son visage, c'est-à-dire d'exhiber en même temps ce qui fait de nous des individus différents. Alors ça se prête à interprétation. C'est-à-dire qu'a priori, on pourrait considérer que dans l'espace public, chacun a le droit de s'habiller, de se mouvoir de la manière qui lui importe et qui lui agrée, dans la mesure où il ne représente pas une menace pour la sécurité ou un danger pour l'ordre public ou quelque chose de cet ordre-là. Mais là, ce qu'on a, c'est donc cette image où on sent tout de suite une très très forte incarnation de l'altérité par rapport à une société comme la nôtre et construite sur des principes républicains où la laïcité joue un rôle essentiel. Et puis, en même temps, on a l'image d'un groupe de personnes qui est parfaitement intégré. Donc c'est une manière d'être à la fois dehors tout en étant dedans, ce qui est d'ailleurs la caractérisation sans doute la plus juste de l'altérité. L'altérité, c'est jamais l'altérité radicale. On la perçoit comme autre, et autre, c'est aussi un statut social. C'est une manière d'être dans la société. Ça, c'est Foucault qui le dit. Oui. Alors l'idée en même temps, c'est que ces individus qui sont à la fois dehors et dedans subissent des formes de stigmatisation qui sont très très importantes, et la question c'est de savoir s'il y a une légitimité finalement à la fois à leur comportement et aux attitudes qu'on peut adopter. C'est-à-dire la question du lien ou du lien de cause à effet qu'il y aurait entre l'exclusion d'une communauté et la constitution de cette communauté. Qu'est-ce qui est premier, de l'œuf ou de la poule? Est-ce qu'une communauté se constitue elle-même à l'exclusion d'un ensemble plus vaste, ou est-ce que cet ensemble plus vaste, excluant certains membres d'une communauté, favorise le développement du communautarisme? Alors, moi, je poserais le problème un petit peu différemment. C'est que la République s'est construite sur un programme d'universalisation qui est extrêmement ambitieux, extrêmement puissant, qui consiste à dire que précisément être citoyen, ça suppose d'exercer une forme de liberté, une forme d'égalité qui se construit par abstraction des différences. Or là, par rapport à un complexe social, culturel déterminé, là, on a un affichage extrêmement marqué d'une différence à laquelle on peut rattacher des événements, etc. Donc, d'une certaine manière, c'est une perturbation dans ce que Pierre Rosanvallon appelait la généralité utopique, d'une certaine manière, qui était de produire l'homogénéité par le recul des différences. Donc on a une inversion par rapport au système ancien, où la différence était le principe de la structuration du social, un vecteur d'intégration sociale, et où la différence dans le système moderne, dans le régime de la modernité, devient accessoire par rapport à ce qui est le plus important, c'est-à-dire le fait qu'on soit des semblables. Donc on a une sorte de chassé-croisé, et l'enjeu finalement qui se trouve aujourd'hui formulé, c'est la question de savoir si on peut réinjecter une dose de différence dans la République, pas pour aller contre l'égalité, mais pour aller plus loin dans la réalisation de la liberté. Et là, sur ces questions-là, les avis sont très, très partagés. Et en particulier, d'ailleurs, à l'heure où on discute, Patrick Zavidan, puisque à l'heure où nous enregistrons cette émission, l'actuel gouvernement, qui est le gouvernement de François Fillon, entend instaurer une loi qui interdirait le port de la burqa sur le territoire de la République. Ou du niqab. Rappelons ici, voilà, précisément. Or, cette disposition, alors certains diront que le Conseil constitutionnel ne validera jamais cette loi, et ainsi de suite, mais indépendamment de ces débats, il y a ceux qui disent qu'une telle loi aurait pour effet de renforcer les fractures identitaires. Mais peut-être pourrait-on rétorquer à ceux qui s'opposent à une telle loi au motif qu'elle renforcerait les fractures identitaires, l'argumentaire selon lequel c'est vraiment sous-estimer celui à qui on s'adresse, que de considérer que c'est s'en prendre à son identité, en l'occurrence à son identité de musulman, que d'interdire le port d'une cage. Oui, en effet. D'une part, pardon, merci. Allez-y, on va finir sous la pluie. Allez-y. D'accord.
Alors, d'une part, ce qu'il faut dire, c'est que ce type de voile n'est pas une propriété de l'islam en général. C'est une branche très particulière de l'islam qui a décidé de réactiver ou d'inventer, d'une certaine manière, cette pratique. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, sur la question de la loi, moi, je remettrai les choses encore un petit peu plus en amont par rapport à la question qu'on abordait tout à l'heure. Ce sera le mot de la fin, allez-y. Hein, allez-y. C'est la question du soin que l'on prête à la loi. Est-ce qu'on peut faire des lois pour communiquer? Est-ce qu'on peut faire des lois tout en sachant que les conditions d'applicabilité de celles-ci ne seront jamais garanties? Et la difficulté, en outre, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire une loi qui sera inévitablement comprise comme visant un groupe particulier, donc ce qui est aussi une mise en cause de l'affirmation du caractère nécessairement général de la loi, et dans ses sources, donc la question de la souveraineté, et dans ses objets, c'est-à-dire qui elle vise, à qui elle s'adresse. Donc là, pour ma part, j'ai plutôt le sentiment que ce qui serait important d'un point de vue républicain, d'une part, c'est de se dire que la République, c'est un projet inachevé, et donc il est tout à fait naturel de vouloir se donner de nouveaux instruments pour mieux l'inscrire dans le réel, mais qu'en même temps, ça passe pas forcément par une sorte d'inflation législative qui conduirait à faire des lois en fonction de circonstances très particulières. En l'occurrence, on sait qu'en France, selon les chiffres du ministère lui-même, il y aurait 1900 personnes qui seraient susceptibles de porter ce type de voile. On va rester sur ce sentiment et nous, on va continuer à discuter volontiers entre nous. Merci Patrick. De rien. Thank you.